Bonjour à tous. Merci de vous connecter à ce 18e webinaire organisé par le réseau NACRE, avec aujourd'hui Amélie Rébillard. Donc, avant qu'Amélie présente sa présentation, je vais partager un court PowerPoint qui présente le réseau NACRE et les webinaires organisés par le réseau NACRE. Donc là, hop. Donc aujourd'hui, on est au 18e webinaire donné par Amélie, que je présenterai tout à l'heure. Donc le réseau NACRE, tout d'abord, c'est le réseau Nutrition, Activité Physique, Cancer, Recherche, qui a été fondé en 2000 et qui regroupe des équipes de recherche en France qui sont composées d'experts en nutrition et cancer, et qui a plusieurs objectifs. Côté recherche, fédérer la recherche, côté public, informer le public, côté professionnel de santé, les former, et puis aussi un quatrième objectif, c'est de réaliser des synthèses des connaissances scientifiques et des expertises collectives qui soutient le travail de l'INCa, l'Institut national du cancer. Avec 3 stratégies, la prévention nutritionnelle des cancers primaires, la prise en charge nutritionnelle des malades atteints de cancer, et la prévention nutritionnelle des récidives et des seconds cancers. Le réseau est composé de 47 équipes en mars 2026, avec la carte de France que vous voyez sur cette diapositive, donc des laboratoires répartis sur l'ensemble du territoire dans les 4 disciplines épidémiologie, approche clinique, modèles expérimentaux et sciences humaines et sociales. Et ce réseau est organisé par une cellule de coordination et contient plus de 450 experts, expertes, plus de 170 projets de recherche. Il y a des séminaires scientifiques annuels, des réunions, des formations régulières à destination des professionnels de santé, des événements réguliers pour le grand public et les patients, un site web qui est certifié, présentant de nombreux outils pour les chercheurs, les professionnels, les patients et le grand public. Donc, souvent, quand on a des questions venant de patients ou de la population générale, on peut les orienter vers ce site web qui est une mine d'informations sur la thématique. Et une proximité via les réseaux sociaux, LinkedIn. Donc, comme je le disais, il y a un rendez-vous scientifique trimestriel, ce sont les webinaires, avec inscription gratuite et ouverte à tout le monde, donnée par un expert français ou international dans la thématique nutrition, activité physique et cancer. Des disciplines très diverses qui couvrent l'ensemble des disciplines couvertes par le réseau, soit l'épidémiologie, santé publique, recherche clinique, recherche expérimentale, SHS, et des échanges en direct. Disponible en replay, il y a 17 webinacres déjà disponibles à ce jour. Donc, le plus récent, c'était le 24 mars, implication de l'exposome sur les effets du microbiote intestinal dans le cancer colorectal. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le 18e webinacre que j'anime, et je vais vous présenter Amélie Rébillard, c'est la première diapositive. Donc Amélie, elle est professeure des universités à l'université Rennes 2 en STAPS. Elle est membre junior de l'IUF. Elle est directrice adjointe du laboratoire Mouvement, Sport et Santé. Ses recherches portent donc sur l'activité physique, activité physique, nutrition et cancer. Ces recherches, elles sont menées dans le cadre d'un continuum de la recherche fondamentale à la recherche clinique et vice-versa. Et ces travaux de recherche se concentrent sur 2 objectifs majeurs. D'abord, évaluer l'impact de l'activité physique sur la croissance du cancer et la réponse au traitement, en explorant les mécanismes biologiques impliqués. Et puis, deuxièmement, développer des technologies novatrices visant à encourager la pratique d'activité physique chez les patients atteints de cancer
contribuant ainsi à améliorer leur prise en charge. Et dans le cadre du réseau NACRE, Amélie, elle coanime depuis 8 ans le groupe de travail activité physique, dénutrition et cancer. Donc, sans plus attendre, je vais arrêter le partage de l'écran et laisser la place à Amélie. Alors, c'est un nouvel outil que nous utilisons aujourd'hui, donc excusez s'il y a des petits bugs. Amélie, tu peux partager? Est-ce que j'ai fait départager? Oui. Vous allez me dire si vous voyez. Alors. Et j'en profite du coup pour les dernières personnes qui nous ont rejoints. Si vous voulez écrire une question, vous pouvez. Il suffit d'aller dans l'onglet questions en bas à droite. Voilà, vous l'écrivez, on la passera à la fin. Alors ça y est, j'ai partagé. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. C'est bon, parfait. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Alice pour cette introduction. Je remercie bien évidemment le réseau NACRE de me permettre de présenter ce nouveau webinacre et puis d'échanger avec vous sur activité physique et traitement anticancéreux, avec une question centrale qui est comment l'exercice peut transformer l'environnement tumoral. Alors, pour répondre à cette question, il faut qu'on revienne des décennies en arrière, dans les années 75 à 90, où à cette époque, eh bien, l'activité physique était plutôt utilisée auprès des patients pour une réhabilitation, c'est-à-dire améliorer la condition physique, limiter les effets secondaires. Et puis, quelques années après, dans les années 2000, on commence à voir arriver des études plutôt menées sur la qualité de vie, donc les bénéfices psychologiques. Et on arrive à avoir des premières preuves de la capacité de l'exercice à réduire la fatigue. Et on a eu des revenus Cochrane dans les années 2010 après publiés sur le sujet et à améliorer le bien-être. Ce qui veut dire qu'au final, la littérature sur le sujet de l'activité physique et du cancer, eh bien, elle n'est pas si nouvelle. Et je vous mets là les auteurs un peu pionniers dans le domaine. Donc, sur la gauche, on voit un premier article qui date de 1986, Exercise for Cancer Patients, Guidelines and Precautions. Ça veut dire qu'à cette époque-là, cet auteur-là, Winningham, commençait déjà à élaborer des guides pour on va dire, optimiser, essayer d'intégrer l'activité physique dans la prise en charge des patients. Et puis en 97, on a quand même un premier essai clinique proposant un exercice à dominante aérobie sur des patients après une haute dose de chimiothérapie. Donc vous voyez, on est déjà dans la pseudo-intégration de l'activité physique auprès des patients de cancer, mais plutôt pour des visées de réhabilitation. Et puis quand je parlais de qualité de vie, je vous mets sur la droite un article extrêmement intéressant de Kerry Courneya, qui est vraiment l'expert dans le domaine, qui est basé au Canada, à Alberta, et qui s'est intéressé aux bénéfices de l'activité physique sur la qualité de vie et la fatigue. Et ce qui est extrêmement intéressant, alors je vais mettre mon pointeur pour aider à la lecture, c'est que dans la conclusion de cet article-là, il montre bien que d'autres recherches sont nécessaires pour étendre notre savoir, nos connaissances chez les patients atteints de cancer. Là, c'était notamment cancer du sein, pour essayer de voir l'identification de biomarqueurs, donc d'aller un peu plus dans la compréhension des mécanismes plutôt que dans l'observation. Donc on voit au fur et à mesure des années eh bien, une évolution et un changement de paradigme dans les liens entre activité physique et cancer. Alors si on avance un petit peu, le tournant c'est 2005, des premières études qui montrent que les patients les plus actifs ont un risque de mortalité plus faible. Je vous montre là les 3 études majeures. Sur la gauche, vous avez une première étude de Holmes qui date de 2005, donc plus d'une vingtaine d'années, dans le cancer du sein. Au milieu, c'est Meyer-Hart 2006 dans le cancer du côlon. Et sur la droite, vous avez l'étude de Kenfield de 2011, donc un peu plus récente, dans le cancer de prostate. Ces études, elles sont observationnelles, mais elles montrent toutes la capacité de l'exercice à réduire le risque de mortalité dans ces différents cancers. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces 3 auteurs-là, pour chaque type de cancer, eh bien, suggèrent une relation dose-réponse. Soit en termes d'intensité d'exercice, c'est-à-dire que plus l'intensité de l'exercice proposé aux patients serait élevée, plus il semblerait que le risque de mortalité serait faible,
ou alors en quantité, en durée d'exercice. Plus la durée de la marche ou de la course est longue, et bien plus le bénéfice sur le risque de mortalité sera important. Donc on arrive dans un autre concept avec des preuves scientifiques qui commencent à émerger, mais observationnelles, hein, sur le risque de mortalité. Friedenreich, qui est aussi basé au Canada, a ensuite publié en 2020 une revue systématique et une méta-analyse extrêmement importante. Elle a comparé dans ses travaux la capacité de l'activité physique avant le diagnostic sur le risque de mortalité, soit le risque de mortalité par cancer, soit le risque de mortalité toutes causes confondues. Et elle a aussi regardé les travaux qui s'intéressaient à l'activité physique réalisée en post-diagnostic, toujours sur le risque de mortalité, cancer spécifique mortality ou la mortalité toutes causes confondues. Et dans les deux cas, les travaux suggèrent que l'activité physique, qu'elle soit réalisée en amont du diagnostic ou en post-diagnostic, eh bien, pouvait réduire le risque de mortalité pour différents sites de cancer. Alors, on est sur des études qui ne sont pas interventionnelles, hein, qui sont observationnelles, mais là aussi, on conforte certaines preuves sur la potentielle capacité de l'exercice à impacter la mortalité des patients. Ceci a conduit à une évolution des recommandations d'activité physique pour les patients atteints de cancer. Les premières ont été publiées en 2010 par l'American College of Sport Medicine, donc je vous mets là, hein, c'est Catherine Schmitz qui a publié ses premiers guidelines. Et puis en 2019, Campbell a actualisé ces guidelines dans le journal MSSE, qui montre là aussi une évolution au fil du temps de nos recommandations. Par contre, ce qui est important, c'est à garder en tête, c'est qu'au fond, dans ces années-là, on est beaucoup dans l'observation, mais observer ne veut pas dire comprendre. Et pour arriver à comprendre pourquoi l'activité physique est bénéfique chez les patients, eh bien, il faut commencer à s'orienter vers la recherche fondamentale et au développement d'études plus précliniques pour arriver à décrypter les mécanismes moléculaires qui peuvent être, modulés, on va dire, par l'exercice dans des modèles de cancer. Alors on arrive à là, 2010-2015, l'intégration de la biologie tumorale, des études de plus en plus nombreuses sur les modèles murins pour essayer de comprendre. Et puis 10 ans après, 2025, donc là très très récemment, on a la création de l'International Society of Exercise Oncology, donc l'avènement vraiment, hein, de ce domaine de l'exercise oncologie, avec une structuration, on va dire, à l'échelle internationale de cette société, qui vise à fédérer l'ensemble des chercheurs, cliniciens, patients dans le domaine, associations, à créer des événements comme le congrès qui va avoir lieu la semaine prochaine à Heidelberg, qui est le premier dans le domaine sur l'exercice oncologie. Et donc ça va favoriser encore et encore le développement d'études et de projets de recherche dans le domaine de l'exercice oncologie. Donc on voit, hein, qu'on a changé de paradigme, où au début, l'exercice était plutôt vu comme remettre en mouvement le patient et apporter des bénéfices physiques et psychologiques. Et puis au fur et à mesure du temps, avec cette idée qu'il pourrait même, moduler le risque de mortalité et potentiellement la biologie tumorale. Alors, quelques preuves précliniques. Je vous mets là juste des captures d'écran de la littérature. C'est pour vous montrer qu'il y en a énormément. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on a de nombreux modèles de cancer, de modèles murins, avec des tumeurs du sein, des tumeurs du côlon, des tumeurs de la prostate, avec différentes modalités d'exercice. Et la grande majorité de ces études montrent bien que l'exercice a cette capacité de ralentir la croissance tumorale par différents mécanismes. Ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que lorsqu'on regarde ces articles scientifiques, il est vraiment difficile pour nous d'établir quel type d'exercice va être le plus efficace pour moduler cette croissance tumorale. Parce que vous allez avoir parfois une roue d'activité qui va être proposée, parfois les souris vont pouvoir être entraînées sur un petit tapis roulant, parfois ça va être de la nage, on va avoir des modalités d'exercice, des durées, des fréquences qui sont très différentes, ce qui veut dire qu'on va avoir un message assez large qui est de dire l'exercice
a la capacité de ralentir la croissance tumorale par tel ou tel mécanisme. Mais le type d'exercice et ce qu'il faut réellement faire reste encore aujourd'hui un verrou. Alors, dans les années 2015, il y a eu un tournant vraiment mécanistique. Tournant mécanistique, pourquoi? Parce que grâce au développement de ces études précliniques chez l'animal, eh bien, on a pu regarder ce qui se passait dans le sang des souris, dans la tumeur des souris, pour mieux comprendre ce qui se passait et ce qui était responsable de cet ralentissement de la croissance tumorale. Je vous mets sur la gauche là une image, un schéma d'une tumeur. Ce qui est extrêmement important à retenir, c'est qu'en fait, une tumeur, ce ne sont pas que des cellules tumorales. Elles sont là visualisées par les petites cellules en bleu ciel, mais vous voyez à l'intérieur qu'il y a des vaisseaux sanguins, des fibroblastes, des cellules immunitaires. Et donc, lorsqu'on veut s'intéresser à l'impact que peut avoir l'exercice sur la tumeur, eh bien, au final, ce qui est vraiment intéressant de faire, c'est de regarder la capacité de l'exercice à moduler ce qu'on appelle l'environnement tumoral. Donc, c'est beaucoup plus large. Ça va être toutes les populations qui vont collaborer, interagir, les vaisseaux sanguins également, dans cet environnement-là pour moduler la biologie tumorale. Et donc, à travers ces différentes études, eh bien, vous avez plusieurs mécanismes moléculaires qui ont été suggérés comme impliqués dans les effets de l'exercice. Parmi eux, donc je les ai résumés là, vous avez la vascularisation, le système immunitaire, le métabolisme, les myokines et les vésicules extracellulaires, c'est-à-dire, alors les myokines, ce sont des médiateurs, des cytokines en fait. On les appelle myokines parce qu'elles sont relarguées par le muscle en contraction. Et ces myokines, lorsqu'elles passent dans le sang, eh bien, certains papiers, articles scientifiques ont pu démontrer qu'elles avaient la capacité d'influencer la prolifération des cellules tumorales, voire même leur mort. Et donc, ça en fait des médiateurs extrêmement intéressants. Et puis, certains papiers aussi traitent de tout ce qui va être modification épigénétique et implication du stress oxydant. Alors, les deux chercheurs vraiment pionniers sur la mécanistique dans le domaine, ça a été Kelwin en 2017 qui a proposé dans Nature Reviews ce schéma-là. Et puis sur la droite, on a tous les travaux de Pernille Hojman qui ont vraiment bouleversé aussi ce champ disciplinaire. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en fait, lorsqu'un patient va suivre un programme d'entraînement structuré, eh bien, on va avoir des changements, tout d'abord, de la perfusion tumorale et de la délivrance de l'oxygène. Il va aussi libérer certaines catécholamines, adrénaline, noradrénaline, et tout ceci va modifier l'environnement tumoral. Alors, ça reste des mécanismes hypothétiques, hein. En modulant cet environnement tumoral, eh bien, une des pistes, c'est justement que ça va pouvoir empêcher la prolifération de ces cellules cancéreuses. De la même façon, on peut voir un impact aussi de ces programmes d'activité physique réguliers, répétés sur le système immunitaire, avec des articles qui ont montré que l'entraînement favorisait l'infiltration de cellules immunitaires dans la tumeur, qui vont permettre bien, plutôt d'induire leur mort, et au contraire vont exclure de l'environnement tumoral des cellules qui sont plutôt immunosuppressives. Donc on a lorsqu'on pratique une activité physique régulière et bien structurée, la capacité de remodeler, on va dire, le micro-environnement tumoral à travers le système immunitaire, à travers la perfusion tumorale, à travers un changement de la vascularisation. On s'est rendu compte en fait que la vascularisation tumorale était souvent tortueuse. Les vaisseaux étaient un petit peu différents que sur de la physiologie normale. Ils sont plutôt tortueux. Et donc là, on retrouve avec l'exercice une normalisation de cette vascularisation. Donc tout ceci participe à remodeler le micro-environnement tumoral et donc potentiellement à jouer sur la croissance de la tumeur. Alors, ces résultats-là ont été montrés dans des modèles de cancer du sein, de la prostate, du pancréas, du mélanome et du côlon. Et ils suggèrent tous que l'activité physique peut moduler des mécanismes biologiques, donc principalement vascularisation, immunité, inflammation ou le métabolisme. Et ces mécanismes convergeraient vers un remodelage du micro-environnement tumoral. Donc ça a été démontré sur des modèles
précliniques de différents cancers, indépendamment de tout traitement. Et puis, dans les années 2020, on a vu arriver de plus en plus de papiers qui combinaient l'activité physique avec les traitements anticancéreux. Pourquoi? Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on regarde euh, pourquoi la chimiothérapie peut ne pas fonctionner, pourquoi les cellules cancéreuses peuvent être résistantes à la chimiothérapie. Souvent, c'est des verrous et des problèmes de perfusion. Quand on s'intéresse plutôt à la radiothérapie, on peut voir que les tumeurs très hypoxiques eh bien, vont moins répondre à la radiothérapie. Et quand on s'intéresse à l'immunothérapie, souvent, le principal verrou, c'est l'immunosuppression. Eh bien, dans la diapo précédente, la plupart des auteurs suggèrent justement que l'exercice a la capacité à la fois de jouer sur la perfusion, sur l'hypoxie et sur l'immunosuppression. Donc l'hypothèse était de se dire, si on combine différents traitements anticancéreux avec l'exercice, comme cet exercice peut moduler ces mécanismes moléculaires, est-ce qu'au fond, ça va permettre soit de lever des résistances à des traitements anticancéreux, soit au contraire d'améliorer l'efficacité de ces traitements. Et donc, on a de plus en plus d'auteurs qui ont cherché à déterminer si l'exercice, en fonction de ses modalités, eh bien, pouvait moduler l'efficacité des traitements anticancéreux. Alors, je commence ici par le cancer du sein et la chimiothérapie. Les tout premiers travaux sont sortis en 2012, donc c'est pas récent, hein, et n'ont pas été faits sur des modèles précliniques, mais ont été faits chez des patientes. C'est l'étude de Jones qui est ici, de 2012. Les femmes avaient un cancer du sein, on leur proposait un exercice à dominante aérobie sur cycloergomètre pendant la chimiothérapie. Et ce qui a été montré dans cette étude-là, c'est que lorsque les femmes faisaient du cycloergomètre pendant leur chimiothérapie, il y avait une augmentation de la perfusion dans la tumeur et une diminution de leur hypoxie. Et donc de là, l'auteur suggère, ne conclut pas, mais suggère, que comme cet exercice a amélioré la perfusion tumorale et a diminué l'hypoxie, eh bien, potentiellement, ça pourrait améliorer la délivrance de la chimiothérapie et donc, pourquoi pas, un meilleur contrôle local de la maladie et une diminution de la dissémination métastatique. Par contre, il n'y a aucun, on va dire, lien qui a été établi entre ce qu'ils ont pu voir au sein de la tumeur et l'effet vraiment sur le patient. C'était juste une hypothèse. 3 ans après, la doctorante de Jones, donc Beitoff, en 2015, publiait une étude chez l'animal montrant que lorsqu'on combine, ici en bas, la courbe du bas, lorsqu'on combine une chimiothérapie, donc le cyclophosphamide, avec un entraînement sur tapis roulant chez des souris, eh bien, on arrive à ralentir le plus la croissance tumorale en comparaison avec les autres stratégies. Donc, on a une amélioration de l'efficacité de cette chimiothérapie lorsqu'on la combine avec l'exercice. Et après, Beitoff est allé voir ce qui se passait au niveau de la vascularisation et il a pu montrer aussi que dans ces tumeurs-là, on avait une augmentation du nombre et de la densité des vaisseaux sanguins qui permettrait de retrouver une vascularisation normale au sein de ces tumeurs. Première preuve. Ensuite, toujours sur la chimiothérapie, sur la gauche, on a les travaux de Bedoya. Là, ils sont intéressants, c'est sur un modèle de cancer du pancréas. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est que l'exercice seul, en vert, ici, on regarde toujours la taille de la tumeur. Plus le temps passe, plus la tumeur, elle se développe. Et on voit ici, en vert, que l'exercice seul n'a aucun impact sur la croissance tumorale. Pas d'effet dans ce modèle. Par contre, quand on traite avec de la chimiothérapie, on voit que la tumeur, elle régresse presque et puis on repousse à un moment donné. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que quand on combine la gemcitabine avec l'exorcise, eh bien, on a un très, très fort ralentissement de la croissance tumorale. Donc là aussi, on suggère dans ce papier que l'exercice améliore l'efficacité de la chimiothérapie. Et lorsqu'ils ont réséqué les tumeurs, là aussi, ils ont vu dans ce modèle une amélioration de la densité vasculaire. Où Bedoya va un petit peu plus loin, c'est qu'il propose dans cet article un essai chez quelques patients, un peu plus de 10 patients, qui ont un cancer du pancréas, mais opérable, donc localisé, résection des tumeurs, chirurgie, et donc il a proposé, en amont de la chirurgie,
à certains patients un exercice. Et donc, il s'est rendu compte là aussi que les patients qui avaient pratiqué une activité physique en préhabilitation, eh bien, avaient davantage de densité de vaisseaux et de nombre de vaisseaux dans les tumeurs. Par contre, là encore, tout comme Jones en 2012, on ne sait pas si le remodelage de la vascularisation tumorale induite par cette préhabilitation impacte l'évolution de la maladie, la survie du patient. Ça n'a pas été démontré. Donc là, on est vraiment sur tout ce qui est vascularisation, premier mécanisme. Toujours dans le cancer du pancréas, un papier très élégant de Kurtz en 2022 qui montre que lorsque les petites souris font du tapis roulant à faible intensité, on a un relargage d'épinéphrine qui va permettre là aussi de remodeler le micro-environnement tumoral et de sensibiliser les cellules à l'immunothérapie. Donc là, on est plutôt sur un impact sur le système immunitaire. Toujours sur le système immunitaire, on retrouve ces preuves scientifiques en 2020 dans des modèles de cancer du sein. Et là, Weinberg combinait radiothérapie plus immunothérapie. Il a pu montrer que les souris qui avaient les plus petites tumeurs étaient bien les souris qui faisaient et de l'exercice, et de la radiothérapie, et de l'immunothérapie, en comparaison à celles qui ne faisaient pas d'exercice et qui recevaient uniquement les traitements. Et après, il s'est focalisé sur deux populations immunitaires. Les cellules natural killers, qui sont plutôt là pour combattre les cellules cancéreuses. Et donc, on voit que lorsqu'on fait de l'activité physique, on arrive à augmenter dans la tumeur la quantité de ces cellules-là. Et il s'est aussi intéressé aux MDSC, qui sont des cellules plutôt immunosuppressives. Elles empêchent une réponse immunitaire. Donc, vaut mieux que la tumeur n'en ait pas beaucoup. Et on voit que l'exercice a la capacité à diminuer cette population-là dans la tumeur. Donc là, c'était les premiers travaux de Weinberg qui s'intéressaient à l'immunité de manière poussée sur une combinaison radiothérapie-immunothérapie dans le cancer du sein. Nous, on est en train, dans notre équipe, de finaliser une étude dans le cancer de prostate, qui est un cancer qualifié de tumeur froide. En fait, on arrive à distinguer deux types de tumeurs, des tumeurs chaudes qui n'ont pas énormément de cellules immunosuppressives, et puis des tumeurs froides qui vont justement avoir beaucoup de cellules qui vont empêcher d'autres cellules immunitaires plutôt bénéfiques de s'infiltrer dans la tumeur. Le cancer du pancréas en fait partie et les tumeurs de prostate aussi. Et c'est pour ça que l'immunothérapie échoue souvent dans ces tumeurs froides. Donc là, on est parti d'un modèle, nous, de souris avec un cancer de prostate. On a traité avec des anti-PD1, c'est de l'immunothérapie. On savait que ça n'allait pas du tout impacter la croissance tumorale. Vous le voyez là, la tumeur, elle continue à pousser. On a un groupe de souris à qui on a proposé un entraînement sur tapis roulant. Et là, seul l'entraînement sur tapis roulant ralentit la croissance tumorale. Et quand on a proposé les deux traitements, immunothérapie plus exercice, eh bien, on avait plus d'effet sur la croissance tumorale. Donc, on s'est dit, c'est intéressant parce que l'immunothérapie seule n'est pas efficace du tout. Quand on la combine avec l'exercice, on arrive à améliorer cette efficacité. Et on est allé voir le ratio macrophage CD86 sur CD63 et on voit qu'il était amélioré par l'exercice plus anti-PD1 seulement, donc plutôt antitumoral. Et on allait voir ces fameuses cellules immunosuppressives et de manière très intéressante, on s'est rendu compte que les anti-PD1 les augmentaient. Comme si le traitement, en fait, permettait de rendre encore plus résistante cette tumeur. Par contre, chose extrêmement intéressante, quand on combinait l'exercice avec les anti-PD1, on perdait complètement cet effet. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire deux choses. Contrairement à la littérature, qui parfois dit que l'exercice aurait carrément la capacité à transformer des tumeurs froides en tumeurs chaudes, nous, on ne retrouve pas ça. On n'a pas ça. Par contre, on arrive à voir que l'exercice, quand on le combine à l'immunothérapie, il va jouer plutôt sur le compartiment des macrophages, plutôt sur les cellules myéloïdes suppressives. Par contre, on n'a aucun impact sur nos cellules natural killers, aucun impact sur nos cellules lymphocytes T8. Donc, on est en train de finaliser cet article-là pour le soumettre très prochainement. Ce qui est important dans toute cette littérature, c'est déjà de garder bien en tête qu'elle n'est pas encore démontrée chez l'homme. Donc, on est sur du préclinique.
Donc, il faut raison garder. Ce n'est pas parce qu'on voit ça chez l'animal que tout va se retrouver chez le patient, première chose. Et puis, deuxième chose, dans la majorité des papiers que je vous ai cités avant, on n'a pas, on va dire, de causalité forte. Autrement dit, on voit que lorsque on combine exercice et traitement, on a moins de tumeurs de croissance tumorale. On voit en parallèle qu'on a des modulations de la vascularisation, des modulations de l'immunité. Mais rien ne nous dit que c'est parce que ça change la vascularisation et l'immunité que ça ralentit la croissance tumorale. Ça nécessite des expériences très spécifiques. Les 2 articles scientifiques que je vous mets là ont apporté en 2021 dans Cancer Immunol Research et puis dans le Cell Report de 2024, là de l'UO, des preuves beaucoup plus solides parce qu'ils arrivent réellement à déterminer que c'est ces mécanismes-là qui sont directement responsables d'une amélioration de l'efficacité. Donc là, ça, c'est encore on va dire une étape supplémentaire avec des preuves beaucoup plus solides qu'en effet, l'exercice peut remoduler le micro-environnement tumoral et peut derrière, chez l'animal, améliorer l'efficacité des traitements. Par contre, un des, on va dire, verrous qui reste encore à lever, c'est la question des modalités. Parce que voilà, là, on observe, maintenant on comprend, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour optimiser ces bénéfices? Ce n'est pas si simple. Je vais vous montrer là deux résultats qu'on a obtenus dans notre laboratoire. Le premier, sur un modèle de cancer du pancréas. On avait fait dans notre animalerie 2 projets de recherche en même temps, avec exactement les mêmes modalités d'exercice. On avait un modèle de cancer du pancréas et un modèle de cancer de prostate. On avait des souris donc avec ces 2 cancers-là, et on leur proposait soit aucune activité physique, soit une roue d'activité physique, elles y vont quand elles veulent, soit un tapis roulant où là, c'est nous qui les mettons dessus pour les entraîner. Les souris étaient les mêmes, des C57 Black 6 dans les 2. Par contre, la tumeur n'était pas la même. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a vu que dans le modèle du cancer du pancréas, l'activité physique volontaire sur roue a permis de ralentir la croissance tumorale, a permis de ralentir la perte de poids et l'atrophie musculaire de l'animal. On avait de multiples bénéfices. Par contre, on a pu voir que lorsque les souris faisaient de la course sur tapis roulant, on ne retrouvait aucun effet sur la croissance tumorale et au contraire, le tapis roulant avait aggravé la perte de poids. Donc, on est retourné voir le papier de Kurtz et collaborateurs que je vous ai présenté tout à l'heure et on se disait c'est étonnant parce que lui, il a proposé un exercice sur tapis roulant à ses souris. Mais quand on regardait l'intensité, nous, on était sur une intensité modérée pour nos souris. Lui était sur une intensité faible. On s'est dit, intéressant, la capacité de la souris avec une maladie évolutive à gérer potentiellement cet exercice, eh bien, peut être différent, logique, en fonction de son intensité. Dans notre modèle de cancer de la prostate, on a obtenu l'inverse. L'activité physique volontaire n'avait aucun effet sur la croissance tumorale et elle n'améliorait pas l'efficacité de la radiothérapie. On a publié ça en 2020 et puis après en 2024. Alors que la course sur tapis roulant, elle, a permis de ralentir la croissance tumorale et aussi d'améliorer l'efficacité de la radiothérapie. Donc là, on est en train de finaliser l'étude sur le pancréas. Et en fait, il semble quand même qu'il y ait une notion, en tout cas de seuil, de capacité de l'hôte à gérer à la fois la tumeur et l'exercice qui lui est imposé, et une notion potentielle, je vous mets là, de dose minimale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on retourne dans la revue systématique et la méta-analyse de Friedenreich, eh bien, on se rend compte que les études dans le cancer du sein montrent qu'à partir du moment où les patients dépassent 9 mètres d'activité physique dans la semaine, donc une certaine dépense énergétique aux alentours de 9, on commence déjà à avoir des bénéfices sur le risque de mortalité. Lorsqu'on regarde les études dans le cancer de la prostate, il faut atteindre 35, 38, parfois 40 mètres par semaine d'activité physique pour avoir un impact sur la mortalité. Alors, ça restait des études observationnelles, mais qui nous guident quand même et qui semblent montrer que tous les cancers ne vont pas répondre de la même façon aux différentes modalités. Et c'est pour ça que je vous mets One size does not fit all, qui revient bien évidemment à personnaliser l'activité physique pour les patients. Mais vous voyez, personnaliser au-delà de la condition physique, avec cette idée que
eh bien, en fonction de la modalité, du modèle de cancer, du traitement du patient, de l'évolution de la maladie, et de la capacité du patient à gérer ce programme d'exercice qu'on lui propose ne sera pas forcément le même. Alors, la question qui reste à voir, c'est avons-nous aujourd'hui des preuves que l'exercice, en remodelant le TME, améliore la réponse thérapeutique chez l'homme? Et là, vous allez voir qu'on n'en est pas encore là. Alors, quand on analyse, là aussi, les preuves scientifiques, je vous ai mis en 2024, il y a une belle revue de Fusal UCS, The Effect of Physical Exercise on Anti-Cancer Immunity, qui montre que l'exercice, en effet, peut modifier les cellules natural killers, les CT8, les cytokines, l'inflammation, mais on n'a pas de preuve directe sur le remodelage du micro-environnement tumoral. Les premières preuves, je vous les ai mis là dans 4 articles. Et vous voyez les années des articles qui sont extrêmement récents. On a le premier de 2023, qui est quand même un essai randomisé sur du cancer de prostate localisé et qui montre justement que l'exercice peut augmenter les cellules natural killers dans la tumeur. Schenk, en 2022, avait montré, lui, que l'exercice avait la capacité de modifier ces cellules-là dans le sang, mais que par contre, quand il analysait ce qui se passait dans la tumeur, il ne voyait pas de différence entre les patients qui avaient réalisé un programme d'activité physique versus ceux qui n'avaient rien fait. L'étude de Cazet est intéressante. Par contre, attention, ce n'est pas un article entier, hein, c'est un abstract de congrès. Donc voilà. Il faut rester mesuré par rapport à ça. Mais il est intéressant, il montre dans les cancers œsogastriques que là aussi, l'exercice semblerait remodeler le micro-environnement tumoral. Et puis, on a un dernier article de Reiner, 2025, essai randomisé dans le cancer œsophagien. Et là aussi, il montre une réponse immunitaire tumorale renforcée avec l'exercice. Donc, on a des premières preuves récentes qui existent. Par contre, on n'a absolument pas encore de lien entre cet exercice qui peut remodeler le micro-environnement tumoral avec, je dirais, des outcomes forts de survie ou autres chez le patient. Alors, je finirai avec ces essais cliniques qui sont voilà, incontournables aujourd'hui. Vous avez dû voir publier il n'y a pas très longtemps dans le New England le bel essai clinique de Corneilla, de Kerry Corneilla, l'étude Challenge, qui s'est intéressée à la survie chez des patients atteints de cancer du côlon stade 3 et démontre justement pour la première fois que les patients qui suivent en programme d'exercice ont une survie plus grande. Et puis on a l'essai de Newton, Robert Newton, là aussi qui en Australie et qui a publie de plus en plus d'articles sur le sujet, Interval Gap 4, qui là aussi s'intéresse à l'impact de l'exercice sur la survie des patients. Et là, on est sur des patients atteints d'un cancer de prostate métastatique. Quand on regarde la publication de ces essais, on a notamment dans Interval Gap 4 une petite phrase dans les résultats qui dit que les biomarqueurs sont en cours d'analyse et feront l'objet d'un papier futur. On ne sait pas si ils vont regarder le micro-environnement tumoral ou pas, et dans l'étude Challenge, c'est pareil. Donc, ça vous montre que voilà, les perspectives, ça va être ça. Ça va être d'aller maintenant démontrer que l'exercice peut ou pas, on verra, améliorer la réponse au traitement parce qu'il remodèle le micro-environnement tumoral. Et donc là, tout est à faire pour valider ce concept-là de manière plus robuste en clinique. Alors voilà, je vais pouvoir répondre à vos questions, mais j'espère vous avoir éclairé sur ce sujet qui est passionnant, qui montre que l'exercice va générer de nombreux bénéfices physiologiques. On pourra en reparler si vous avez des questions, bien évidemment. Psychologiques, donc on a d'abord démarré avec des études qui montraient une amélioration de la condition physique, du bien-être, une réduction de la fatigue, etc. Et puis, on voit que maintenant, on utilise potentiellement l'exercice comme un véritable adjuvant biologique des traitements anticancéreux. Et ce qui est important à retenir à travers l'ensemble des études que je vous ai présentées, c'est qu'il faut qu'on ait une approche très holistique du cancer. On a démarré, on était plutôt sur le patient sans penser à la tumeur. Après, on a eu beaucoup d'études où on analysait tout ce qui se passe dans la tumeur. Je pense qu'il est vraiment essentiel
de penser le patient et ce dialogue entre le patient lui-même, donc l'hôte, le micro-environnement tumoral, les traitements, et puis la charge que va être l'exercice, et donc comment combiner tout ça. Ça nous permettra bien évidemment de faire encore évoluer nos guidelines, nos recommandations pour qu'elles soient un peu plus précises, parce que ce n'est pas toujours évident, et puis bien évidemment de personnaliser au mieux la prise en charge des patients. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Amélie. Donc, posez vos questions, s'il vous plaît, sur l'onglet questions. Donc, je vais démarrer parce qu'il y a déjà 2 questions. La première est de Martine qui nous dit « Bonjour, j'ai un myélome multiple depuis 11 ans. Je fais de l'activité physique. En quoi cela peut-il retarder l'évolution? Merci. » Bonjour Martine. Alors, je vous remercie pour votre question. Bon, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas oncologue, donc c'est pour ça que je garde ma place de professeur des universités et de chercheuse. Mais par contre, je peux quand même vous apporter une réponse. Ma présentation, elle était beaucoup basée, vu son titre, sur le micro-environnement tumoral et puis l'efficacité des traitements. Je n'ai pas présenté toutes les preuves scientifiques sur la capacité de l'exercice justement à générer de nombreux bénéfices. Mais je pense que ce qui est important de retenir pour vous, c'est que depuis 2017 avec le rapport de l'INSERM et puis 2019 avec le rapport de l'INCa, on a aujourd'hui des preuves très, très solides qui montrent que des patients qui vont pouvoir pratiquer en fonction de leurs préférences, en fonction de leurs conditions physiques, des contre-indications aussi et de l'évolution de leur maladie, qui vont pratiquer une activité physique, vont améliorer leurs conditions physiques, donc capacité cardio-respiratoire. On a des bénéfices sur la masse musculaire et la force musculaire. On a des bénéfices aussi sur la qualité de vie, avec des patients qui nous disent qu'ils améliorent leur sommeil, qu'ils peuvent réduire leur fatigue, ou la sensation en tout cas de fatigue, la perception de la fatigue. Donc, voilà, ce niveau de preuve-là, il est solide. Et donc, les bénéfices, on dit physiques et psychologiques, en tout cas de l'exercice, chez les patients qui sont atteints de cancer pendant la maladie, ne sont plus à démontrer. Donc, ça, c'est important de le garder en tête et ça permet aussi de vous encourager à essayer de pratiquer, voilà, en fonction de vos envies, en groupe, une activité physique la plus régulière possible. Et puis, bien évidemment, quand on parle d'activité physique, on ne parle pas de sport. Donc, voilà, l'idée, c'est de dépenser de l'énergie, d'y trouver du plaisir. Et donc, ça, c'est des bénéfices qui sont bien démontrés. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Martine, mais... Merci Amélie. Oui, on peut ajouter les effets aussi sur l'appétit dans les cancers cachectiques, oui. ou les effets sur le cerveau, la tumeur sur le cerveau contribuent du manque d'appétit. Oui, complètement. Alors, la deuxième question est de Laetitia. Bonjour, vous avez montré que l'exercice physique augmentait l'effet de la thérapie, notamment grâce à une meilleure vascularisation. Cependant, il me semblait qu'une vascularisation tumorale plus importante peut aussi favoriser la croissance de la tumeur en dehors des traitements. Qu'en pensez-vous? Merci d'avance. Oui, alors, c'est vrai que ça paraît toujours paradoxal, cette histoire. Et c'est pour ça que j'ai employé un mot important dans mon discours qui était la normalisation. En fait, quand on a commencé, il y a 15 ans, à travailler sur l'exercice dans le cancer, on s'est dit, oh là là, quand on fait de la physiologie de l'exercice, on nous dit que l'exercice va jouer sur l'oxygénation, va redistribuer les masses sanguines, et donc ça va à l'encontre du cancer, parce qu'on a ce sentiment, en tout cas, au regard de la physiologie de l'exercice, qu'on pourrait avoir un boost de la vascularisation et donc apporter plus d'oxygène, plus de nutriments à notre tumeur et la faire pousser. Sauf que ce qui est important, c'est que la vascularisation tumorale n'est pas une vascularisation normale. Et ce qui a été montré, c'est que lorsque les tumeurs sont dans un environnement
ou la souris ou le patient a réalisé un exercice, eh bien, on arrive à renormaliser cette vascularisation. Ça, c'est important. Donc, en effet, votre message est assez logique, hein. On s'est tous dit ça au début, mais au final, c'est vraiment cette idée que la densité, la perméabilité, le nombre de vaisseaux va être modifié, mais renormalisé. Merci. On a une question de Fabio. Quels sont exactement les chymokines, chémokines libérées pendant l'exercice, exercice aérobique ou anaérobique? On sait s'il y a diminution des interleukines pro-inflammatoires. Oui. Alors, si on parle vraiment de chymokines, on est plutôt sur CX, CL. Il y en a différentes qui ont été démontrées, relarguées à l'exercice. Si on s'intéresse plutôt aux interleukines de manière générale, ça va être les papiers de Pedersen qui montrent bien qu'en fait, on a deux vagues, hein. L'exercice va d'abord être pro-inflammatoire et en relarguant de l'IL-6 hein, majoritairement. Et puis derrière, eh bien, le relargage de cette IL-6 va favoriser une réponse plutôt anti-inflammatoire. Donc en fait, ce qui est important de retenir, c'est que l'exercice est anti-inflammatoire parce qu'au départ, il va générer de l'inflammation, mais de manière aiguë. Donc voilà, principalement sur chymokine, interleukine. Et ça a été bien documenté. Il y a beaucoup de revues de questions qui montrent que l'exercice peut être anti-inflammatoire. Je dis quand même peu, parce que moi, que ce soit dans nos modèles murins de cancer de prostate, de cancer du pancréas, on arrive à avoir des bénéfices de nos entraînements sur la croissance tumorale, indépendamment d'un effet sur l'inflammation. On a toujours un état inflammatoire assez élevé. Et ce qui est intéressant aussi dans le cancer du pancréas, c'est qu'on montre que la roue ralentit la croissance tumorale, permet de lutter contre l'atrophie musculaire et la perte de poids, mais elle ne résout pas toutes les altérations liées au cancer. On a toujours une perte de tissu adipeux et on a toujours une inflammation. Donc ça, voilà, c'est important de toujours s'attacher au niveau de preuve scientifique, de se dire, OK, ça a été démontré, mais dans quel modèle? Le niveau de preuve, il est élevé, il n'est pas élevé. On a des preuves qui sont cliniques ou que précliniques. Ça, c'est important parce qu'il ne faut pas se dire que l'activité physique est toujours et anti-inflammatoire et antioxydante et va jouer sur l'immunité. Vous voyez, ça va dépendre des modèles. Et ce n'est pas parce qu'il ne fait pas tout ça qu'il n'est pas efficace, mais voilà, il faut toujours rester lucide sur le niveau de preuve qu'on a aujourd'hui. La question suivante de Marie-Chantal. Bonjour, merci pour cette présentation très claire et bien argumentée. Quel serait le type d'exercice le plus efficace? Endurance et ou résistance sur le micro-environnement tumoral? Merci Marie-Chantal. Alors, je n'ai pas la réponse. Alors, elle est déjà méthodologique. Elle est méthodologique, pourquoi? Parce que, vu qu'on commence par des études précliniques, le renforcement musculaire chez l'animal, si vraiment on parle de renforcement musculaire, il est très difficilement développable. Nous, on a acheté une échelle, là, pour essayer de faire du renforcement musculaire à nos souris. Il faut leur mettre des petits poids au bout de la queue. Il y a des papiers méthodologiques qui montrent ça, mais vous voyez, hein, dans toutes les études que je vous ai présentées aujourd'hui, on est toujours sur des exercices à dominante aérobie. Alors, on peut avoir une pente, on peut avoir une roue motorisée, mais ça ne va pas être du vrai renforcement musculaire qu'on pourrait proposer aux patients. Et là, il faut quand même se dire que les preuves sont très claires. Si on revient aux guidelines de Campbell de 2019, la modalité, ou en tout cas le type d'exercice le plus efficace chez le patient reste la combinaison aérobie-renforcement musculaire. Parce que de toute façon, il faut jouer sur la capacité cardio-respiratoire des patients et il faut jouer sur la masse musculaire et la force. Masse musculaire parce que c'est la surface de masse musculaire dans l'organisme reste prédictive de la mortalité et la VO2 pic reste prédictive de la mortalité. Donc de toute façon, pour le bien des patients dans leur globalité, et là on revient à cette vision holistique du patient, il va falloir à un moment donné combiner, alors peut-être faire l'un après l'autre, etc. Et là, en préclinique, on n'a pas d'éléments pour nous aider. Il faudrait aller voir les papiers qui font que de la résistance et voir si les myokines sont relarguées sont les mêmes.
si le niveau anti-inflammatoire est le même, mais ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc, voilà, je doute que sans activité à dominante aérobie, on arrive à avoir les mêmes choses sur la vascularisation. L'hypoxie, ce n'est pas possible. Par contre, la question, c'est est-ce qu'il faut combiner les deux? Moi, ce serait plutôt ça. Ce ne serait pas l'un ou l'autre, mais en tout cas, garder cette aérobie et combiner, quoi. Ça, c'est un gros défi à faire en préclinique pour le moment. Une question qui est liée d'Adeline, qui se demandait s'il y avait des exercices physiques particuliers à privilégier plus que d'autres. Alors, sur le sujet actuel d'aujourd'hui, non, on n'en est pas là. Et je comprends que ce soit frustrant. C'est ce que je me suis dit aussi. Nous, notre équipe, elle s'attache beaucoup à ça, à essayer de comprendre. En fait, au tout départ, quand on regarde les revues systématiques de Friedenreich, on est beaucoup sur la dépense énergétique. Je vous ai parlé des MET, des Metabolic Equivalent Task. Sauf que on peut très bien dépenser 12 mètres, mais pas les dépenser de la même façon. Et donc, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de papiers qui se sont dit, mais oui, si on fait telle activité qui va générer telle dépense énergétique, eh bien, ça va générer tel bénéfice. Et plus on a une dose réponse, et plus on va dépenser d'énergie, plus les résultats ou les bénéfices sont importants. C'est un fait. On voit ça dans la littérature. Mais on ne sait pas aujourd'hui si, par exemple, dépenser cette énergie en faisant du HIIT ou en faisant du continu, ou comme vous le disiez, en combinant les deux, en faisant une activité plutôt qu'une autre, ne génère pas les mêmes bénéfices. Ça, on n'a pas d'études qui vont en ce sens-là. Moi, je pense qu'il faut aller vers là, parce que si on revient à la physiologie de l'exercice, on sait bien qu'en fonction de l'exercice qu'on fait, on vient répondre à un objectif très précis dans notre corps. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue, mais pour le moment, on n'en est pas là. On n'en est pas. Peut-être si je peux compléter, quand un patient, si on parle de patient qui est atteint d'un cancer, de plus en plus, il lui est proposé de l'activité physique adaptée, c'est structured en anglais, adapté en français, adapté à ce qu'il est capable de faire avec sa maladie, adapté à ce qu'il faisait avant déjà, c'était ses habitudes. Et je pense que déjà, à minima, c'est bouger son corps et après, oui, après se poser des questions sur les séances. Mais finalement, il faut s'adapter à ce que le patient peut faire. Exactement. Et à ses goûts. C'est pour ça que j'ai parlé de préférence et de plaisir. C'est important. Là, on est dans une question je vous fais une présentation qui est sur de la recherche mécanistique, mais voilà, il faut penser aux patients. Donc, on est sur le plaisir, garder du plaisir, aller sur les activités qu'on préfère. Et puis, comme tu le dis, Alice, déjà bouger, c'est bien. Donc, quand on regarde les guidelines de Campbell, c'est les mêmes que l'OMS. Ça va être essayer de faire 30 minutes d'activité physique, si on peut, par jour. Alors, au début, ça sera peut-être découpé, ces 30 minutes, avec 5 minutes, un petit peu, et puis on s'arrête, et puis on refera 5 minutes. Voilà, c'est déjà bouger. La question suivante. Ouais. La question suivante d'Alexis est totalement liée. Les recommandations d'activité physique en oncologie, l'OMS, Société savante, restent génériques, non spécifiques par cancer. Si elles se précisent un jour, comment les appliquer en pratique? Manque de masse critique pour des groupes homogènes. Qui doit encadrer les patients? Alors, Alexis, vous avez raison. Moi, je crois en ça. Mais ce n'est pas parce que je crois en ça mécanistiquement qu'en fait on y arrivera, parce que la question elle part du terrain et de la faisabilité de tout ce qu'on raconte là, c'est crucial. Alors oui, elles sont génériques. Aujourd'hui, on arrive quand même de plus en plus à proposer des programmes structurés aux patients. Il y a une grosse disparité régionale. On le voit, le réseau NACRE est très impliqué pour justement aider les patients, les professionnels de santé à obtenir des informations et à avoir de la connaissance pour accompagner le patient le plus possible. Mais on arrive quand même aujourd'hui à développer en soins courants, dans le parcours de soins, de l'activité physique pour le patient. Nous, on le fait à travers des fiches et les patients font chez eux. On leur redonne un livret. Enfin, il y a plein de possibilités. Par contre, je suis d'accord avec vous que si elles se précisent et si là, on continue à aller dans ma frise historique et qu'on va de plus en plus loin avec ce remodelage du TME,
On pourrait très bien se dire qu'au diagnostic, on a une biopsie, on regarde en fait si biologiquement la cellule, comment sont les cellules myéloïdes suppressives, comment est la vascularisation, et puis que telle ou telle activité serait peut-être plus favorable. Sauf que voilà, ça veut dire que là, on est dans la pure individualisation, et dans le parcours de soins aujourd'hui, c'est peut-être difficilement imaginable, mais je pense que personne avait imaginé qu'en 86, il y avait déjà des études dans le domaine. Donc en fait, vous voyez, hein, en 40 ans, c'est impressionnant l'évolution qu'il y a eu et le changement de paradigme, et d'arriver à ce domaine de l'exorcisme oncologique continuer à se structurer. Donc là, on a du mal à imaginer cette faisabilité, mais je me dis, plus il y aura de preuves, plus on y arrivera. J'ai envie d'y croire. Qui doit encadrer les patients, on reste sur les enseignants en activité physique adaptée, hein, qui sont formés pour. En tout cas, moi je défends ça, on les forme en STAPS et c'est extrêmement important. Alors pas que, mais en tout cas ils y participent grandement. Je pense que tu réponds à la question suivante de Sophie, qui demande, parle-t-on d'activité physique de tout type ou d'activité physique adaptée et donc encadrée par des professionnels bien spécifiques? Alors, non. Alors oui, ça c'est très important, cette notion-là. En fait, il y a quand même 2 messages. Si vous regardez toutes les études que je vous ai montrées, que ce soit chez le patient ou chez l'animal, on est quand même toujours sur la proposition de programmes structurés. Quand on regarde les bénéfices, je veux dire, sur la mortalité, hein. Ce qui veut dire que le message, en tout cas en termes d'éducation thérapeutique, qu'on doit faire, c'est de dire il faut bouger, il faut essayer, en fonction de votre condition physique, de se déplacer, de bouger, de marcher, etc., de favoriser les déplacements actifs, oui. Mais dans l'idéal, c'est quand même les recommandations, hein, qu'on voit, hein. Il faut essayer d'intégrer au moins 2 fois par semaine des programmes dits plus structurés. On va avoir quelque chose où on est en capacité de se dire je fais 40 minutes d'activité physique à telle intensité. Ça, c'est important. Si on combine avec du renforcement musculaire, il va falloir intégrer ça. Donc, bien évidemment, dans l'idéal, en toute progressivité, en fonction de l'avancée de la maladie, des non-contre-indications, etc., il faut essayer de bouger dans la journée, mais aussi à un moment d'intégrer des séances qui vont être un peu plus structurées. C'est ce qui se développe voilà, en France, et je pense que c'est important quand même de dire que les résultats qu'on a sur la mortalité ou la survie, elles viennent d'essais où les patients rentrent vraiment dans un programme. Ouais. On n'a pas parlé de nutrition, bien évidemment, parce qu'on n'a pas le temps. Et puis parce que le sujet était sur le micro-environnement tumoral et les traitements. Ça n'aurait pas de sens de parler d'activité physique sans nutrition, hein, bien évidemment. L'un va avec l'autre. Alors quand on est auprès des patients, on voit combien c'est parfois difficile d'avoir un vrai suivi nutritionnel. C'est un vrai défi et challenge. Mais tout ce que je vous dis là sur les bénéfices de l'activité physique, doit être aussi combiné bien évidemment à un suivi nutritionnel. Ça, je pense que c'est important aussi de le dire aujourd'hui. Oui, tu réponds à la question de Stéphane, qui était juste après. La prescription d'activité physique ne doit-elle pas être associée à un suivi nutritionnel? Oui, voilà, Stéphane, je suis complètement d'accord avec vous. Jacques demande, à propos de l'effet seuil activité physique, est-ce que vous pensez que c'est type de cancer dépendant, tissu, ou seulement modèle expérimental dépendant? Merci. Alors là, c'est vrai qu'on est parti, nous, je n'ai pas encore la réponse, mais on met en place une thèse, là, enfin un projet de recherche dans le cadre de la thèse de ma doctorante, Louane, sur ça, où on va comparer dans différents modèles de cancer des modalités différentes. Là, on a choisi quand même un cancer, le cancer du pancréas agressif, qui va générer une cachexie chez les souris avec perte de poids importante. Et donc, on est quand même au-delà du type de cellules cancéreuses, je veux dire la biologie de la tumeur en tant que telle, ce qu'elle va libérer, les cachectines, l'inflammation qui est beaucoup plus importante, le remodelage de l'immunité est quand même très différent. Donc là, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui fait ça. Ce que je pense quand même, c'est que la souris perd du poids avec l'avancée en maladie et que au bout d'un moment, il faut que l'organisme, il arbitre en fonction pour ses substrats énergétiques. Donc le muscle va être demandeur d'énergie.
Vous avez la maladie qui avance et l'organisme va essayer de garder le foie, par exemple, ses substrats aussi pour continuer à fonctionner. Et il va y avoir des arbitrages. La tumeur est là aussi. Et donc, je pense que c'est tout ça qui est compliqué. C'est pour ça que l'approche holistique, elle est fondamentale. Parce que si on est trop sur que la tumeur ou que les bénéfices physiques et psychologiques, on passe à côté d'autres, en tout cas, bénéfices que peut fournir l'exercice. Donc voilà, là, ça reste un nouveau défi pour nous et on s'attache à ça dans l'équipe. Il est déjà 14 heures, mais je vais poser la dernière question de Carole. Quelles sont les recommandations pour l'activité physique dans l'après-cancer du sein? Alors, après cancer du sein, alors ça va dépendre si vous êtes encore en traitement, quel traitement, s'il y a présence de lymphœdème ou pas. Ces recommandations, elles vont être comme ce qu'on retrouve, comme ce que j'ai déjà établi, hein. Dans l'idéal, si vous arrivez à pratiquer, ça va dépendre aussi de si vous avez été active avant. Mais en tout cas, combiner activité physique à dominante aérobie et renforcement musculaire, important. L'exercice n'est pas contre-indiqué, même en cas de lymphœdème, hein. Les exercices peuvent au contraire, la littérature montre bien que le lymphœdème n'est pas, aggravé en présence d'exercice, donc ça c'est important. Donc ça va être combiné renforcement musculaire à minimum de 2 séances par semaine et puis des activités à dominante aérobie pour la condition physique, la capacité cardio-respiratoire plus régulièrement. Alors quand je dis ça, bien évidemment, ça semble énorme à faire. C'est pour ça que je vous donne des recommandations et comme on l'a dit avant, qui sont très génériques. Mais là, nous, on a dans notre ville, sur Rennes, un collectif, Activité physique et cancer, qui a une 50aine d'associations maintenant dedans qui proposent de l'activité physique. On a beaucoup de femmes cancer du sein. Et elles arrivent à pratiquer 3 fois par semaine. Alors, ça peut être de la marche nordique. Elles vont, si elles ne sont pas, en fonction des traitements, bien sûr, faire des activités plutôt aquatiques. On a beaucoup d'activités d'escrime aussi, qui va vraiment être intéressante sur l'amplitude articulaire et le bras. On a développé vraiment beaucoup d'activités physiques qui permettent aux hommes, aux femmes, aux plus jeunes de trouver du plaisir dans toutes ces activités physiques, aux personnes qui ont déjà un bon niveau aussi. On a certaines femmes qui faisaient du marathon, du triathlon avant et qui ont envie de continuer leur pratique. Donc voilà, donc tout ça c'est possible si c'est bien encadré, si c'est bien structuré et puis si c'est présent dans votre environnement. C'est surtout ça aussi parfois qui est complexe. Merci beaucoup, Amélie. Bon, il y a eu beaucoup de félicitations pour la clarté de la présentation, le niveau de la présentation. Merci à tous les participants pour les questions. C'est très dynamique. Et voilà, au prochain webinaire organisé par Élodie Trollet de la cellule de coordination du réseau NACRE. Merci à tous. Merci à tous et je vais vous envoyer un lien pour répondre à un questionnaire de satisfaction et puis vous aurez le replay après disponible d'ici quelques jours sur YouTube. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir.